Toi, au micro, à la vidéo, par quoi on commence? D'abord un petit tour au micro. Allez, on y va. Bon déjà, bonjour à tous. Je vais vous poser une question toute simple, toute bête. N'hésitez pas surtout à y répondre. Qui a vu le film Intouchable? Ah oui, quand même. D'accord, alors. Et qui a vu le film Nager au-delà des frontières? Oh merde, je me suis trompé de salle. Excusez-moi, je me suis trompé de salle, je vais être la salle d'à côté. Bon, on va faire une petite séance de rattrapage. Je vais vous présenter 3 minutes. 3 minutes de Nager au-delà des frontières. Un film qui a fait 110 minutes sur Thalassa. Le premier 110 minutes de l'histoire de Thalassa. Au début, quand on est parti dans cette aventure de relier les 5 continents, on a appelé des chaînes de télévision. On leur a dit, voilà, on veut réaliser une aventure assez extraordinaire. Est-ce que vous voulez bien suivre notre aventure? Tout le monde a répondu non. 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 Vous vous rendez compte, le handicap, à 20h30, c'est anxiogène, jamais personne ne regardera votre film. Jamais. Et quand on a envoyé les roches, parce qu'on est vraiment parti à l'arrache sans rien, et quand on a envoyé les roches, les toutes premières images en métropole, à Paris, Georges Pernou a regardé les images et a dit ce sera le premier 110 minutes de l'histoire. Et là, les 3 minutes que vous allez voir, ça a fait 3 millions de téléspectateurs en phase TF1 avec des séries américaines et M6 pareil avec les séries américaines. Et on a quand même fait 3 millions de téléspectateurs sur France 3. Donc franchement, tout est possible. Je vous laisse regarder ce petit 3 minutes et je reviens à vous. Parce qu'au fond là-bas, ça va, vous me voyez bien au fond? Bon. Et ce que j'ai adoré, c'est que je croise des gens dans la rue et qu'ils l'ont regardé avec les enfants. Et les enfants sont restés scotchés pendant 110 minutes devant le film, et surtout ça a créé un débat au sein de la famille. Il y a eu des discussions après. Mais comment c'est possible, monsieur, il n'a pas de jambes, comment il a construit les prothèses, comment ceci, comment cela. Et ça, c'était important. Mais avant d'en arriver là, si vous me le permettez, tout a commencé le 5 mars 1994, comme tu le disais. J'ai 26 ans, j'ai un petit garçon âgé de 7 ans, la maison est trop petite, il y a un petit bébé qui va arriver, et il faut déménager. Et je veux récupérer absolument cette antenne de télévision. Je monte sur le toit de la maison avec une échelle en aluminium, je m'accroche à la cheminée, je déboulonne mon antenne, j'ai bien vu qu'il y avait une ligne électrique derrière. Je dis, il n'y a pas de souci, ça va passer. Et dès que j'ai posé mes 2 tibias sur les barreaux de l'échelle, ça a fait contact avec la terre et paf, ça m'a collé sur la ligne. Premier impact, arrêt cardiaque. Donc je vois ma vie défiler à une vitesse très folle, mais une vie très courte, 26 ans, ça va très très vite. Et les images importantes qui sortent du flux d'images et qui passent tout doucement. Le mariage, ma grand-mère, tout ce que j'aimais, et hop, ça retourne dans le flux. Il rallume le courant une 2e fois, et là je reviens à moi. Et à partir de ce moment-là, je ne perdrai plus jamais connaissance. Et après, il rallume le courant une 3e fois. Et là, c'est un voisin qui entend ces déflagrations, ces explosions et ces coupures de courant, qui se dit, il se passe quelque chose. Et quand il sort, il voit un attroupement de gens. Il a le réflexe de mettre des bottes en caoutchouc et des gants. Et il prend l'extincteur qui est dans le restaurant juste à côté, et il monte à l'échelle et il m'éteint. Voilà, c'était l'histoire un peu de l'accident. Et quelques instants après, les pompiers arrivent, on m'emmène sur le stade de foot, la nuit est tombée. Et j'entends à la radio, parce que les gens sont là pour me sauver la vie, le SAMU, ainsi de suite. Et j'entends à la radio le pilote d'hélicoptère qui arrive. Bon, les gars, allumez le stade, j'arrive. L'autre il dit, on peut pas allumer le stade, il a tout fait sauter, là, il a tout fait cramer, le gars. Et j'entends le pilote dit, écoutez, dans ces cas-là, niveau sécurité, je peux pas me poser, je m'en vais. Et le médecin du SAMU lui dit, écoute, c'est pas difficile, si tu te poses, il est mort. Si tu te poses pas, il est mort. Et là, le pilote, il a, une sorte de réaction, peut-être qu'il a compris qu'il fallait absolument qu'il me sauve la vie, je sais pas. Il dit, mettez les ambulances en rond, allumez les phares et les gyrophares, je me pose au milieu de vous. Donc il le fait, malgré l'interdiction de sécurité. On me met à bord de l'hélicoptère. Depuis des heures et des heures déjà, je leur dis, mais endormez-moi, 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 je veux plus rien entendre, je veux plus rien sortir. Et là, on met un casque sur les oreilles, le chef du SAMU monte avec moi dans l'hélicoptère, et on décolle. Et là, quelqu'un me parle. Le capitaine Jean-Philippe Guérin, pilote de l'hélicoptère, qui me dit « Bonjour Philippe, je m'appelle Jean-Philippe. » Et là, il commence à me raconter son histoire, comment il est devenu pilote. Et la douleur que j'avais, qui était tellement puissante, commence à partir, commence à décoller. Je suis concentré sur sa voix. À un moment donné, je fais un arrêt cardiaque, donc le médecin du SAMU me réinjecte du courant, j'étais un peu en manque. Donc il m'en remet une petite dose. Il l'a fait à 2 reprises, il m'a remis 2 fois une petite dose de courant. Et à chaque fois qu'il faisait ça, le pilote penchait l'hélicoptère, il dit « Tu vois la lueur là-bas, c'est Tours, tu restes avec moi, tu déconnes pas, t'es avec moi. » Et puis il continue à me parler. Et quand l'hélicoptère se pose, il descend de son appareil, il me fait un petit signe de la main, et moi, pour lui dire merci, je lui fais juste un clin d'œil. Et puis je pars, bien sûr, pour après 3 mois d'hospitalisation, dans le service des brûlés, en milieu stérile, où là, bien sûr, là, on m'endort, et la décision de m'enlever mes bras et mes jambes revient à mes parents. Un jour, un bras. On a enlevé les 4 membres en 2 mois et demi de temps à peu près. C'est-à-dire qu'un jour une jambe, un jour un autre bras, un jour un bras, et la dernière jambe,
2 mois plus tard. Donc, mais ça je l'explique plus dans mon livre J'ai décidé de vivre. Et le temps passe, et un jour je me réveille, et ben, alors aussi pareil, pourquoi le titre J'ai décidé de vivre? Parce que le premier réflexe, qui est un réflexe humain, que tout le monde a quand on rentre dans l'univers du handicap ou qu'il nous arrive une grosse tuile, mais je vais parler plus particulièrement du handicap, le premier réflexe c'est de dire mais ma vie elle est finie quoi. Elle s'arrête maintenant, 26 ans, qu'est-ce que je vais faire sans bras et sans jambes? Et c'est à ce moment-là que vous demandez pardon à la mort. Vous lui dites ok, je luttais contre toi le jour de l'accident, mais aujourd'hui, tu peux pas me laisser là quand même. Viens me chercher. Qu'est-ce que je vais te devenir? Et là tout le monde tente sa chance. Ma maman qui est là, qui est cachée quelque part, mon père, ma grand-mère que j'aimais tant, c'était ma richesse. Mes amis, ma famille, tout le monde vient essayer de tenter sa chance pour essayer de me ramener à la vie. Le psy, vous savez, les psys un petit peu à l'ancienne avec le livre et le cahier. Alors, t'as passé une bonne journée aujourd'hui? Non. Et encore? Bah rien. Et encore? Bah rien. Bah attends, enfin, j'ai rien à te dire, toi. Voilà, je pense que c'était un psy qui voulait me mettre en colère, qui voulait que j'atteigne ma phase de colère. Et c'est un oncle de mon ex-femme qui est venu et qui m'a dit, il a tenté sa chance avec une phrase anodine. Il a dit, écoute, moi j'ai perdu mon papa très jeune, toi t'es encore en vie. Jérémy est là, et il y a ton petit bébé qui vient de naître. Grégory est né 2 mois après l'accident. Il dit, ton petit bébé il est là, tu crois pas que ça serait bien que tu sois là pour les guider sur le chemin de la vie? 1, 2, 3, 4, je regarde le bateau. 1, 2, 3, 4, je regarde le bateau. C'est-à-dire que pendant toute ma traversée, j'ai fait ça. 1, 2, 3, 4, regarde le bateau. Ne pas penser, ne pas réfléchir, ne pas avoir d'émotion. Des fois, bien sûr, ça arrivait, hein. Je pensais à mes 2 garçons, Jérémy et Grégory, là, la boule d'émotion montée. Non, 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 pas maintenant. Sophrologie. 1, 2, 3. Non, pas pleurer maintenant. 1, 2, 3. Et là, je voyais le médecin qui était un peu en panique parce que j'avais une autre façon de respirer. Donc lui disait, hey, il y a Philippe qui va pas bien, il respire différemment. Et Suzanne a dit, non, 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 c'est la sophrologie, il est en train de se remotiver, il est en train de se remettre en place. Et là, 1, 2, 3, je regarde le bateau. Ah, Susanna est derrière. 1, 2, 3, 4. Tiens, elle est passée devant. 1, 2, 3, 4. Tiens, elle discute avec l'huissier. 1, 2. Voilà, c'était ça, toujours essayer d'avoir une autre idée. Ou alors je pensais à mes premiers 25 mètres que je vous expliquais tout à l'heure. Et là, quand je pense à mes premiers 25 mètres, 2 ans auparavant, bah, la boule d'émotion monte. On a envie de pleurer, on a envie de craquer. Non, 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 pas maintenant, la faire descendre, la faire descendre. Et on nage, et on nage, et on nage. Et arrive ce qui devait arriver. Au milieu de la Manche, à la moitié de la traversée, je suis malade. J'ai des coliques, j'avais de l'eau de mer, je suis pas bien, les produits énergétiques m'ont rendu malade, le dos s'est durci, et là je suis vraiment pas bien. C'est ce qu'on appelle le fameux dépassement de soi à ce moment-là. Le vrai dépassement de soi. Parce que votre corps il dit stop. Il dit Philippe, je pense que tu as tout donné, mais là maintenant il faut arrêter. Ton corps est en souffrance. Alors que votre cerveau il dit non, non, non. Votre cerveau, à ce moment-là, il dit d'une, tu peux pas te décevoir toi. 2, tu peux pas décevoir Susanna qui a tout donné, ta chérie, elle t'a offert sa vie. Donc tu ne peux pas t'arrêter maintenant. 3, tu ne peux pas décevoir ton équipe. Et surtout 4, tu ne peux pas décevoir tous les gens qui t'ont fait confiance. Au début de l'aventure, on est 2, Susanna et moi. À la fin, il y avait plus de 200 personnes qui avaient travaillé sur le projet. 200 personnes. Des gens que je ne connaissais pas. Au fur et à mesure de mes entraînements, les ingénieurs se sont greffés. Les gendarmes en Charente-Maritime. Je me suis entraîné à 800, dans le nord là-bas, dans la Manche. Et quand je m'entraînais à 800, je ne suis pas connu. J'arrive là-bas, je vais voir le gars du café, je dis bonjour. Je dis voilà, je veux traverser la Manche dans quelques mois, je viens m'entraîner chez vous, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aurait un bateau pour ma sécurité sur place pour que je m'entraîne dans la Manche? Et le matin quand j'arrive, il n'y a pas un bateau, il y a 6 bateaux. Il y a les vieux papis, avec les vieux flobards, vous savez les vieux bateaux de pêche dans le nord. Ils avaient sorti ça avec les tracteurs, ils avaient mis ça à l'eau, 2 vieux flobards. Parce qu'ils avaient envie d'être avec moi, alors que je connaissais personne. Et on fait cet entraînement, et après je dis à tout le monde, je dis venez on va boire un coup au bistrot, ouais c'est génial, vous m'avez aidé, c'est super cool. Et ben ils m'ont payé un coup, j'ai payé la tournée, j'avais pas d'argent liquide donc j'ai fait un chèque. Et une semaine après j'ai reçu le chèque par la poste. Le patron du café qui m'a dit mais les gens ils parlent de vous encore dans le village. Je peux pas vous faire payer la tournée. Alors ne le prenez pas mal hein, ce que je vais dire, hein. C'est les gens du Nord. Hein.